Allez, de retour sur LMTV pour cette spéciale sur les créatifs en Sarthe. Merci de continuer à nous suivre. Ce soir, on parle design, on parle créateur, créatif. Et on parle de la Sarthe, bien sûr, puisqu'ils sont tous en Sarthe. Ou juste à côté, pour certains de nos invités présents ici. On va recevoir dans cette deuxième partie des designers qui travaillent un peu plus la matière physique, on va voir, qui parlent d'objets. On va recevoir Aymeric Vallée d'Eva Design. On va recevoir Vincent Castin de Cast Agencement et Gérard Deligne de Deligne Études Design. Merci à vous d'être avec nous. Messieurs, c'est un plateau masculin pour ce deuxième plateau. On va commencer avec vous, Aymeric Vallée. Vous créez, Aymeric Vallée, c'est ici, pardon. Vous créez des objets en tôle découpés au laser. Alors dit comme ça, j'ai fait exprès, hein. Dit comme ça, voilà, mais vous faites voilà, ce genre de jolies choses qu'on peut voir sur le plateau. Comment, j'ai pu poser la question tout à l'heure, mais comment on en vient à se dire qu'on va créer des objets en tôle découpés au laser et en faire un objet design joli. On va voir un petit peu, on va parler de vos produits, mais vous faites vraiment voilà, des choses très très originales en tout cas, et vous mettez du design là où on ne l'attend pas forcément. C'est une rencontre déjà. J'ai rencontré des gens qui faisaient de la découpe laser et puis bah, forcément j'ai perçu ce qu'on pouvait faire avec, puisque ça permet de faire des découpes très fines et de jouer avec la lumière, donc ça m'a tout de suite parlé et donné pas mal d'idées pour... Donc c'est quoi l'idée? Vous découvrez un processus, une manière de faire qui vous éveille l'idée de créer avec ça? Là ça a été ça en l'occurrence, oui, c'est le procédé, c'est... qui m'a fait dire oui, il y avait quelque chose à faire, et puis chercher aussi à le combiner avec d'autres matériaux pour pouvoir aller plus loin, pas laisser que le métal forcément brut, et puis essayer d'explorer un peu tout ce qu'on pouvait faire. Est-ce qu'à la base vous êtes designer, créateur, formé pour ça, ou est-ce que c'est venu comme ça? J'ai un cursus un petit peu particulier. Moi j'ai fait un bac F1 en construction mécanique. J'avais fait une école de déco, donc trompe-l'œil décorpin. J'ai repris des études un peu plus tard, j'ai fait un BTS de conception de produits industriels. Et donc initialement, mon métier, c'est plutôt travail de bureau d'études, conception de produits industriels, typiquement, mécanique, machine spéciale ou... donc c'est vraiment ça, vous partez d'un procédé en fait, hein, vous avez un peu la technicité au départ, voilà. Et la créativité vient se rajouter par là-dessus. Disons que je dessinais beaucoup à l'école, pendant les cours. Et puis j'ai dit je vais faire un peu mes deux amours, quoi, le côté technique et puis de joindre le côté de dessin qui m'a toujours plu. Alors moi ce qui m'a étonné en voyant un petit peu ce que vous créez, c'est que vous créez des objets que vous cherchez esthétique, que vous cherchez design, si on bon, est un peu galvaudé, mais pour habiller une fenêtre avec une rambarde de fenêtre, pour habiller une climatisation dans le jardin, un portail, enfin voilà, vous amenez le design dans des objets auxquels il n'est pas forcément présent d'habitude, quoi. Là, autour de la clim, on met quoi? On met deux claustras en bois, pas beau, et vous inventez quelque chose de complètement différent, quoi. Je peut-être sentais qu'il y avait un manque pour moi personnellement en tout cas, donc j'avais envie d'habiller toutes ces choses qui sont pas forcément toujours esthétiques. Et c'est vrai que c'est des envies un peu personnelles. Je me dis là il manque quelque chose à mon goût en tout cas. Et donc je me dis ça serait sympa d'apporter quelque chose en plus. Et puis de cacher ça, de le transformer et puis d'apporter quelque chose de nouveau par rapport à des objets qu'on connaît tous. Mais... Donc vous, ce que vous aimez, c'est la maison en fait, un peu. Hein. Vous habillez un peu notre maison, l'intérieur, l'extérieur? Jardin, maison, oui, intérieur. Alors qu'est-ce que vous proposez comme produit? Allez, dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites comme produit? Je vais parler, on habille une clim, on habille le jardin, mais... Ouais, j'ai cherché à... Le premier produit qui m'est venu, c'était pareil, c'était un besoin personnel. Hein. J'avais des coffres de volets roulants que je voulais cacher. Donc j'ai pas fait d'invention, hein. J'ai repris les lambrequins qui se faisaient anciennement en bois. Et puis voilà, si je dis pas de bêtises, hein, sur l'image. Moi je les ai, oui. Et donc je les ai appliqués avec le métal, qui permet d'avoir une durabilité qui est autre que le bois, avec des peintures thermolaquées, donc qui vivent très bien en extérieur. Donc c'est vrai que ça a commencé avec ce produit que j'ai voulu faire pour moi, pour ma fenêtre. Et puis de là... C'est ça qui est intéressant, parce que ça vous fait sourire, mais c'est vrai qu'on se dit, voilà, on passe de sa fenêtre, voilà, et voilà, vous arrivez à un produit que vous commercialisez, à une gamme de produits, donc c'est vrai que c'est vraiment étonnant. Voilà, j'ai commencé par un produit, après je savais que je pouvais en faire... j'ai beaucoup d'idées toujours pour en faire d'autres. J'ai plus d'idées que de temps pour les réaliser tous, mais
Donc voilà, ça part comme ça et c'est vrai que au début, ouais, c'est une envie personnelle d'emmener les choses. Et puis après, bah, j'ai voulu élargir la gamme parce que bon, bah voilà, les lambrequins, ça va être un marché de niche. Ça serait pas suffisant en soi. Comme j'ai les idées pour faire beaucoup d'autres produits, comme on a vu, bah, la clôture, hein, ça peut être des clôtures, ça peut être pour habiller des portails, hein, ça peut être du luminaire. Oui, on a quelques exemples Après, de je pars aussi sur des petits décors de objets fleurs. pour faire des petits soliflores, pour décorer, Alors, des petits objets en photophore. vous parliez de marché, moi ce qui m'intéresse, c'est pareil, c'est un peu cette même question. Est-ce que ça a toujours été votre métier? Est-ce que est-ce que c'est votre activité principale? Est-ce que vous faites que ça? Est-ce que vous en vivez? Est-ce que voilà, c'est vrai qu'on a toujours voilà, est-ce qu'on peut vivre de sa créativité? Voilà. Alors j'en suis au début sur cette gamme de produits parce que donc je travaillais en bureau d'études dans une entreprise. J'avais un ami qui était sur Paris qui m'a dit je peux te sous-traiter du travail, travailler à domicile en télétravail. C'était du travail qui me venait de Paris, où là je faisais plus de l'intégration de boîtiers électroniques, des choses comme ça, donc de la plasturgie. Et puis en parallèle, vous avez c'est parti comme ça. On a eu une année creuse en 2009 et j'ai pensé qu'il fallait que je trouve autre chose pour avoir éventuellement du produit en récurrent derrière, pas être forcément tout le temps dans la recherche d'études, de nouveaux clients, etc. Donc, alors comment quand on est en Sarthe justement on trouve ses clients, on en parlait tout à l'heure, mais voilà, comment on développe sa gamme, comment on rencontre des fournisseurs, des prestataires? Alors bah, ces clients initiaux là, venaient de Paris, c'est pas moi qui les trouvais. Aujourd'hui, je suis pleinement sur Eva Design parce qu'avant j'étais en entreprise individuelle, je vendais de la prestation de services pour du travail de bureau d'études. Et là, je suis dans une nouvelle démarche puisque depuis le début de l'année, je me mets vraiment en SARL pour pouvoir vendre du produit. Et donc là, je reçois mes premiers produits quasiment, mes premières séries. Hein. J'avais fait des petits tours de piste avec des petits salons. Ça fait plaisir. En tout cas, on vous met en lumière aujourd'hui. On a mis le site internet evadesign.fr. Il y a la gamme de produits. Le site est très bien fait et très complet. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de visuels. Allez le découvrir. Exactement. Voilà. Merci Émeric Vallée. Eva Design à retenir. On continue tout de suite. On part à la découverte, encore une fois, de choses originales, du mobilier végétal, entre autres. Parce qu'il n'y a pas que ça. Cast Agencement, Vincent Castin, tout de suite. Vincent, je ne me trompe pas, c'est vous. C'est moi. Cast Agencement. Cast Agencement, encore une découverte pour moi. C'est grâce à Charlotte d'ailleurs de Créapolis qui m'a fait vous connaître. Vous faites, quand on dit comme ça, du mobilier végétal. Voilà. Mais bizarrement, moi, ces deux mots-là, je ne les pensais pas faciles à accoler. Alors comment vous faites, parce que vous ne faites pas que ça, on parlera du reste, mais comment vous faites pour faire un mobilier végétal? C'était ça, c'était justement de mettre du végétal dans la maison, mais pas forcément en pot, de l'inclure directement dans le mobilier en fait. Donc, de créer du mobilier où on peut mettre du végétal dedans, par exemple, on peut avoir un côté d'armoire en végétal, en vrai végétal. Alors, ça je comprends bien, mais il n'y a pas trop de contraintes. Parce que comment une plante, si on met une plante, voilà, on a un visuel là, comment la plante fait pour vivre dans son environnement, dans son armoire en l'occurrence. Les plantes sont choisies, comment ça se passe? Alors, bon, déjà ça partait d'une rencontre aussi, de ma compagne qui est fleuriste et moi qui suis menuisier. Ah bah voilà. Donc voilà, chacun sa partie. D'accord. Mais sinon, par exemple, beaucoup c'est de l'hydroponie en fait. Donc c'est de l'eau. C'est comme les murs végétaux là qu'on a maintenant. Exactement la même chose. Il n'y a pas de terre. Il n'y a pas de terre. Exactement la même chose, sauf qu'on a essayé de mettre la lumière horticole dedans. Pour pas avoir besoin de le mettre face à la fenêtre, on peut le mettre aussi dans des coins pas trop éclairés. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir la lumière du jour, parce que c'est vrai que là on le voit bien sur le petit visuel qu'on avait tout à l'heure, il y a une lumière intégrée qui permet à la plante d'avoir sa lumière quotidienne, son pas quotidien. Ah oui, c'est une lumière horticole. Il y a de l'eau qui est amenée. Il y a de l'eau qui est dedans, il y a une réserve d'eau, il y a une pompe qui la fait couler sur c'est du feutre en haut. Ça retombe, c'est un circuit fermé en fait. Donc il y a juste une réserve à remplir. Les plantes, ça s'arrose tout seul, automatiquement. Les plantes sont sélectionnées quand même, j'imagine, par rapport à leur résistance, par rapport à la... Voilà. On ne peut pas mettre tout et n'importe quoi. On peut pas mettre tout et n'importe quoi dedans. Donc on fait quoi? On les choisit par rapport à leur capacité à... On choisit surtout de mettre des plantes qui demandent le même temps d'arrosage, le même demande d'eau, pour faire des tableaux ou des choses qu'avec les mêmes genres de plantes en fait. D'accord.
pas des plantes qui demandent un petit peu d'eau et d'autres plantes qui demandent beaucoup d'eau. Ça poserait des problèmes. Donc en fait, Voilà, pour faire un tableau, on essaie d'avoir une homogénéité dans les compositions, voilà. dans les besoins en eau, dans les besoins en lumière. Voilà. Évidemment, comme on est au même endroit, c'est vrai que si on a une plante qui monte beaucoup en haut et pas en bas, ça va pas fonctionner. Ce qu'il faut noter, c'est que vous pouvez créer ces produits, ou vous créez uniquement, je ne sais pas, sur mesure. Voilà. Hein, que la forme aussi à la demande. Donc ça se passe comment? Je vais habiller chez moi, j'ai un endroit où je peux mettre une étagère végétale. Voilà, étagère ou autre chose, vous avez besoin d'un meuble ou un tableau ou même juste un tableau. On se rend compte, vous venez voir, on vous envoie les dimensions, comment ça se passe? On a un site, vous pouvez aller voir. Après nous on fait on aura l'adresse dans un instant, là voilà. On fait des avant-projets, donc on vous envoie les photos de chez les clients, on fait les dessins, on propose. Et après, c'est vous qui fabriquez. Nous, par contre, c'est une caractéristique de tous les créateurs qu'on a ce soir. On dessine et on fabrique, par contre. La fabrication derrière. Vous faites aussi du mobilier modulable. J'enchaîne un petit peu sur une autre de vos activités. Alors, sur le site, on peut lire que vous faites du mobilier pour les intérieurs urbains exigus. Ça part du principe d'un besoin. Voilà, tous les appartements deviennent de plus en plus petits. Donc, il fallait adapter le mobilier aussi aux petits appartements. Donc on fait du mobilier qui se transforme. Alors on a une table basse là qu'on voit, donc le concept c'est qu'on voit, on peut l'ouvrir, on peut la fermer, on peut l'adapter. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut, vous décrivez ça comme on peut changer son atmosphère, on peut changer son univers en fait en paramétrant ses meubles quoi. Celle-là, on ne voyait plus, mais c'était de mettre. On la revoit en tête. Il y avait un bar dedans en fait. D'accord, on peut l'ouvrir, on peut découvrir un bar. bar dedans, on peut regarder. On la voit ouverte et donc voilà, là c'est pareil. On peut faire sur mesure, adapter complètement à ses besoins, à la taille de son meuble. On a aussi le même genre de choses avec des tables barres repose-pieds, où il n'y a pas besoin de mettre les pieds sur la table. On ouvre la table, on a un coussin dedans, on pose ses pieds dessus, sans les choses sur la table. Ça c'est sympa pour la soirée télé. Oh c'est sympa. Merci Vincent d'être venu nous parler de ces produits. On change d'univers. Là encore c'est surprenant. On va avec Gérard Deligne, vous allez voir. Gérard Deligne, bonsoir. Bonsoir. Alors moi, ce qui m'épate, c'est le domaine dans lequel vous intervenez. Vous faites du design industriel. Qui est l'origine du design il y a plus de 50 ans en France. Voilà. Le design a commencé comme ça. Donc moi j'ai une formation de designer, après une formation dans une école technique, donc effectivement bureau d'études, toutes ces formations techniques qui vont bien. Et ça fait maintenant plus de 35 ans que j'exerce le métier de designer. D'abord à Paris, dans une des plus grosses agences de design européennes dans les années 70. Et puis je suis arrivé dans la Sarthe il y a maintenant une trentaine d'années. Et donc j'ai créé ma propre agence de design il y a exactement 24 ans. Qui est donc de ligne études design. De ligne études design. Alors ce qui est étonnant, on va voir quelques visuels dans un instant, c'est que vous amenez le design là où on ne l'attend pas forcément, dans une moissonneuse batteuse, dans un tracteur, dans une machine industrielle. On voit des photos d'ailleurs avant, voilà, on a la machine, là c'est avant, et puis on la voit après redesignée. Alors c'est quoi? C'est juste une fonction esthétique? Le design apporte une fonction mécanique, un usage? Quel est le but d'apporter ce design? C'est un ensemble de choses. Il y a avant tout un constructeur, une entreprise qui donc est à l'origine de produits dans des domaines d'activité très différents, parce que je suis amené à travailler aussi bien pour le matériel agricole, le matériel médical. Oui, on l'a vu à l'instant avec des chariots médicaux, des lits. Voilà. L'avantage d'être designer indépendant, comme je le suis, je travaille pour des entreprises qui ont des métiers complètement différents, et moi j'apprends d'ailleurs beaucoup avec mes clients, et donc ils ont d'abord un besoin, un problème, une gamme de produits à rénover, à modifier, à améliorer, parce qu'elle est un peu vieillissante, ou alors à créer complètement quelque chose de nouveau. Si on peut revoir, la machine qu'on avait tout à l'heure, la grosse machine industrielle, là, quel était celle-ci, là, donc là c'est le final. Si on a juste avant, on a avant. Quel était le besoin, pourquoi on a créé ça et quel était le gain pour cet industriel de passer de cette machine à l'autre machine redesignée? Alors cette machine qui est donc utilisée chez un fabricant de matériel, dont je dirais le nom, qui est une des grandes marques connues en France au niveau de tout ce qui est maroquinerie entre autres. D'accord. Ils ont moins besoin de pub que nous, donc on va pas. Voilà. Donc ce sont des machines qui sont très très souvent utilisées dans ce milieu-là. La machine existante avait des défauts techniques, avait effectivement un besoin d'amélioration et d'évolution technologique. Donc il y a eu déjà dans un premier temps un bureau d'études techniques avec des ingénieurs qui ont travaillé sur le cœur de la machine, sur toutes les fonctionnalités pour améliorer l'aspect fonctionnel pur de la machine.
À ce stade-là, il est évident qu'on ne va pas remettre une ancienne robe vieillissante autour de ce nouveau cœur de machine. Et je travaille en réseau de compétences avec différents techniciens et bureaux d'études, notamment le bureau d'études en question. Et donc on a intégré la notion du design dans ces entreprises. Pour cette entreprise, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Le design est arrivé au moment en amont, de manière à pouvoir déjà déterminer chez les clients, c'est-à-dire une visite chez des clients qui permettent de rencontrer les utilisateurs, déterminer tous les besoins sur le plan ergonomique, faire remonter des informations très très intéressantes par rapport aux utilisateurs ou utilisatrices, parce que dans le milieu de la maroquinerie, il faut savoir que dans un atelier de 100 machines, 90% sont gérées par des femmes. Ce sont des machines qui sont des presses qui vont jusqu'à 230 ou 300 tonnes de pression pour gérer des coupes dans des matériaux. Et donc là, vous avez donné un mot important, c'est ergonomie. Alors, le design peut apporter l'ergonomie, cette fonctionnalité. Améliorer la relation entre l'utilisateur et la machine proprement dite. Et dans ce cas présent, je me suis aperçu que la machine avait un côté extrêmement technique, extrêmement agressif même parfois dans la fonction. Et ça pouvait être un peu dérangeant dans la relation. La machine que j'ai dessinée prend en compte toute cette information-là et je l'ai nettement améliorée pour la rendre beaucoup plus féminine, entre guillemets, la rendre beaucoup plus conviviale. On a amélioré également le niveau sonore en choisissant des matériaux composites ou des matériaux plastiques pour remplacer des effets de tambour par les portes en tôle. Ça améliore le rapport à la machine, en fait. Ça améliore cet échange pas évident avec une machine industrielle, quoi. Voilà. À un tel point, d'ailleurs, pour cette machine, il y a un des PDG d'une des très grandes marques qui est descendu spécialement sur un salon professionnel où a été exposé pour la première fois pour la voir. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vais rebondir parce que vous parlez de choses un peu exceptionnelles. Vous venez de remporter un prix, le Janus de l'industrie, tout à fait, celui de 2011, oui, sur une enceinte acoustique haute définition. Exactement. Alors, en quoi vous êtes intervenu? Pourquoi vous avez gagné ce prix? Et où est l'innovation apportée par le design dans ce produit? Alors, je vais d'abord parler d'une rencontre également, parce qu'un designer travaille rarement seul, ou jamais seul pratiquement. Et j'ai rencontré, moi, dans mes bureaux, j'étais voisin de Gilles Millot, qui est un acousticien, ingénieur acousticien, qui est très connu dans le milieu. Et donc, nous nous sommes rencontrés. Il était en train de mettre au point une nouvelle technologie basée sur 2 nouveaux brevets pour complètement transformer les enceintes acoustiques haute définition. C'est-à-dire que ça franchit complètement des défauts classiques connus de l'enceinte acoustique haute définition pour en faire un produit complètement innovant qui peut-être va ouvrir peut-être le 3e millénaire au niveau de la technologie. Il dit lui-même que c'est l'équivalent de l'écran plat par rapport à les tubes cathodiques que l'on avait dans le temps. Eh bien écoutez, l'enceinte, alors c'est Letch C. Litz C. Voilà, la faut donner. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Merci Gérard Deligne. On arrive à la fin de cette deuxième partie sur les créatifs sartois. On se retrouve dans un instant avec des responsables web, des agences de communication, un directeur artistique. On retrouvera Charlotte Briand qui nous reparlera de l'actualité de Créapolis. A tout de suite après une petite pause de publicité.